La Russie a adressé un avertissement clair et sans équivoque à l'OSCE, et ce message va bien au-delà d'une simple mise en garde. Dans un discours percutant, Sergueï Lavrov a exposé les limites de la patience russe, dénonçant les dérives et les provocations qui menacent la stabilité régionale. Alors que l'Occident semble jouer avec le feu en instrumentalisant les institutions internationales, la Russie pose un ultimatum. Toute escalade supplémentaire pourrait avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices. Cette déclaration marque-t-elle un tournant décisif dans les relations internationales? Quelles seront les répercussions pour l'OSCE, mais aussi pour l'ordre mondial dans son ensemble? Dans cette vidéo, nous décortiquons les enjeux de cet avertissement, analysons les positions de la Russie et explorons les implications pour l'avenir de la diplomatie et de la sécurité en Europe. Restez avec nous pour plonger au cœur de ce défi géopolitique majeur et comprendre ce qui se joue réellement derrière ces mots. Merci d'aimer, de partager la vidéo et de laisser vos avis en commentaire. Allons-y. Mesdames et messieurs, nous avons eu un échange approfondi et franc avec le secrétaire général de l'OSCE, M. Signerlioglu. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous connaissons notre collègue turc comme un diplomate expérimenté, notamment pour son travail en tant que représentant permanent de la Turquie auprès des Nations Unies, coordonnateur spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan et pour ses fonctions au sein du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie. Nous avons parlé de la situation actuelle de l'OSCE. Force est de constater que, ces dernières années, les dirigeants de cette organisation ont inventé divers prétextes pour ne pas se rendre à Moscou. La dernière visite du secrétaire général de l'OSCE, Madame Ashmit, citoyenne de la RFA, a eu lieu en juin 2021. Ensuite, à la mi-février 2022, l'ancien président en exercice de l'organisation, le ministre des Affaires étrangères de Pologne, M. Zedro, est passé. Depuis lors, il n'y a eu aucun contact à ce niveau. C'est pourquoi nous avons apprécié la décision du nouveau secrétaire général, qui n'a pas douté un instant que le dialogue avec les membres influents de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est essentiel et indispensable pour remplir les fonctions de dirigeant du secrétariat. L'héritage dont a hérité M. Signerlioglu ne peut susciter d'envie, car, en gros, ces dernières années, l'Occident s'est interdit tout dialogue avec nous. Il a étendu cette interdiction à une organisation internationale, l'OSCE. Il y a bien eu des contacts, mais pas au niveau qui caractérisait les débuts après la signature de l'acte final d'Helsinki. Les actions de l'Occident, qui a sciemment détruit le principe du consensus et tout fait pour que l'OSCE renonce au consensus et devienne un instrument ukrainisé pour éduquer la Fédération de Russie, tout cela a conduit à une crise institutionnelle profonde. Nous avons exposé en détail nos évaluations dans notre discours principal lors de la réunion ministérielle de l'OSCE en décembre 2024 à Malte. Vous pouvez vous y référer. Il y a 50 ans, encore en tant que conférence, avant qu'elle ne soit transformée en organisation, le processus pan-européen est devenu une plateforme régionale unique. Nous en avons parlé aujourd'hui avec une certaine tristesse pour les contacts entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide. Un mécanisme de dialogue, tout temps, a été créé, comme nous le disons. De plus, le dialogue sur les trois corbeilles, politico-militaire, humanitaire et économico-environnemental n'a jamais cessé, même pendant les périodes les plus critiques, y compris en 1999, lors des bombardements barbares de la Yougoslavie par les pays de l'OTAN. Le travail diplomatique à Vienne n'a pas été interrompu, bien que le chef de la mission de l'OSCE au Kosovo ait directement contribué au bombardement, à leur justification et à la recherche de prétextes pour les mener. Je le répète, nous considérons la visite d'aujourd'hui du secrétaire général comme un pas symbolique vers un retour. C'est un long chemin, mais le secrétaire général, M. Signerlioglu, souhaite revenir aux origines de cette organisation. Nous le soutiendrons pleinement dans cette démarche. Nous avons parlé aujourd'hui des possibilités pour l'OSCE de s'adapter aux réalités géopolitiques modernes et de devenir une partie de la nouvelle architecture de sécurité. Des initiatives se dessinent qui ne parlent plus de concepts euro-atlantiques, mais d'une approche eurasienne, d'une architecture eurasienne. Cela serait logique, compte tenu de la géographie et des interconnexions de notre immense continent.
Nous souhaitons certainement raviver le principe de l'indivisibilité de la sécurité, tel qu'il a été acté au plus haut niveau lors du sommet de l'OSCE à Istanbul en 1999 et réaffirmé en 2010 lors du sommet de l'OSCE à Astana, l'indivisibilité de la sécurité et l'égalité souveraine des États. J'espère que l'expérience et l'énergie du secrétaire général aideront à contrer les efforts persistants des Occidentaux, qui continuent d'utiliser l'OSCE à leurs propres fins, en ignorant à la fois la Charte des Nations Unies et tous les principes fondamentaux de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ils tentent de mobiliser les ressources de l'organisation pour aider l'OTAN et l'Union européenne à continuer de soutenir le régime de Kiev, à justifier et à accompagner politiquement et médiatiquement l'octroi d'une aide militaire et autres à grande échelle à ce régime, tout en fermant complètement les yeux sur les violations flagrantes par Kiev de ses engagements pris tant à l'ONU qu'à l'OSCE, notamment en ce qui concerne la garantie des droits légitimes des minorités nationales et des droits de l'homme au sens large. Ces droits sont bafoués de manière flagrante à l'encontre des russophones, des Russes ethniques en Ukraine, ainsi que des Hongrois, des Bulgares, des Polonais et des représentants d'autres nationalités. Nous avons parlé de la manière dont le conflit en Ukraine pourrait être réglé. Notre position est claire. Le président de la Russie, V.V. Poutine, a à plusieurs reprises souligné sa volonté de négocier, ainsi que les principes qui ne peuvent être ignorés si nous voulons régler de manière fiable cette crise en éliminant ses causes profondes. Il l'a exposé de manière détaillée en juin 2024, lors d'un discours au ministère des Affaires étrangères de Russie. Il en a également discuté le 12 février de cette année par téléphone avec le président des États-Unis, D. Trump. Les contacts ultérieurs entre les représentants russes et américains, outre l'objectif principal de normalisation des relations entre les deux grandes puissances, tout en maintenant toutes les divergences, ont confirmé que le dialogue ne peut être interrompu. Nous sommes prêts à discuter de la question ukrainienne avec tous ceux qui sont sincèrement intéressés à y contribuer. Nous avons également parlé du fait que l'OSCE repose sur 3 domaines principaux, 3 corbeilles. Il fonctionne depuis longtemps de manière irrégulière, privant ainsi les pays participants de la possibilité de discuter de questions importantes et non conjoncturelles relatives au développement. Il s'agit de l'économie, de l'environnement, de la résolution des problèmes humanitaires et sociaux, ainsi que des questions de sécurité. J'espère que l'expérience du secrétaire général de l'OSCE permettra de dépolitiser, ou du moins de commencer, je comprends que cela ne se fera pas rapidement, le processus de dépolitisation de notre organisation et de son retour aux sources. Или хотя бы начать, быстро не получится, я понимаю, начать процесс деполитизации нашей организации и возвращения ее к истокам. Спасибо. La question de mes collègues, les journalistes tués sur le territoire de la Nouvelle-Russie pendant l'opération militaire spéciale, avant même la reconnaissance des républiques au sein de la Fédération de Russie, a-t-elle été abordée aujourd'hui lors des négociations ? S.V. Lavrov, la question de la sécurité des journalistes a été abordée en détail. Nous avons attiré l'attention sur le fait que les représentants de l'OSCE pour la liberté des médias suivent le mauvais exemple de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Oazoulay. Dans le rapport annuel que l'UNESCO publie sur la sécurité des journalistes, elle n'a même pas pris la peine de mentionner les crimes commis contre nos concitoyens qui travaillaient comme journalistes dans des zones de conflit. Nous avons fait une démarche officielle auprès de l'UNESCO. Nous continuerons à exiger que cette injustice flagrante soit corrigée. Nous avons remis aujourd'hui à le secrétaire général, M. Signeryolu, une liste des journalistes morts au combat dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'année 2022 jusqu'à ce jour. Sur ce sujet, le président de l'Union des journalistes de Russie, M. V.G. Soloviev, a écrit une lettre ouverte à le secrétaire général. Nous lui en avons remis l'original lors des négociations aujourd'hui. Nous continuerons à insister sur cette question. Question. La direction de l'OSCE a à plusieurs reprises publiquement évoqué le problème de l'absence de budget approuvé pour l'organisation depuis 2022. La responsabilité en est imputée à la Russie, selon la formulation de la position de l'un des États participants. Comment voyez-vous la situation actuelle concernant le budget de l'organisation ? L'OSCE est-elle vraiment au bord de l'effondrement financier ? Et si c'est le cas, qui en est responsable ? S.V. Lavrov, en ce qui concerne le budget, nous avons depuis longtemps, je ne me souviens plus exactement quand, accepté les chiffres figurant dans le projet de document. Ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord,
c'est qu'un document purement pragmatique, technique et budgétaire soit chargé d'évaluation politique, comme tentent de le faire nos collègues occidentaux. Ensuite, ils accusent la Russie de ne pas vouloir politiser le document budgétaire, ce qui rend son adoption impossible. Il est clair de quoi il s'agit ici. Notre accord sur les chiffres a été donné dans le but d'atteindre un consensus. Nous continuons de croire que seul le consensus peut sauver l'OSCE. Je ne sais pas en quoi croit l'Occident, probablement plus en personne, sauf peut-être en Satan, mais il fait tout pour détruire le consensus et pour que l'OSCE cesse d'exister. Sinon, c'est difficile à comprendre. Parmi les concessions que nous avons faites en acceptant les chiffres du budget, sans les remettre en question, il y a des questions liées au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, BID. Il n'a aucun critère de fonctionnement, bien que nous proposions de tels principes depuis près de 20 ans. L'Occident nous répond par un refus catégorique, et le BID est considéré comme un étalon or, car ils font ce qu'ils veulent. Il est clair qu'avec l'aide des précédents secrétaires généraux et présidents en exercice, une tradition s'est établie selon laquelle ce bureau est presque entièrement composé de citoyens des pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Il détermine de manière totalement arbitraire le format et la taille des missions d'observation électorale. Ils envoient 2 personnes dans certains endroits et 300 dans d'autres. Ils se concentrent principalement sur les pays à l'est de Vienne, tandis que des pays comme la Roumanie, par exemple, où des choses scandaleuses se produisent sur le terrain électoral, ne font l'objet d'aucune critique. Nous continuerons à exiger la transparence dans le travail de toutes les institutions de l'OSCE. Mais à ce stade, nous ne sommes pas un obstacle à l'adoption du budget. Question. La nouvelle direction de l'OSCE a fait de l'aide à l'Ukraine l'une de ses priorités. Le mandat de l'organisation inclut également le règlement pacifique des conflits. Voyez-vous un rôle possible pour l'OSCE dans le règlement du conflit ukrainien? Si oui, lequel? SV Lavrov, l'OSCE s'est occupé de cela de 2014 à 2022. La mission spéciale de surveillance de l'OSCE a été active. Nous avons parlé aujourd'hui des critiques accumulées à son encontre, notamment son refus de divulguer des informations détaillées sur les responsabilités dans la destruction des infrastructures civiles et les tirs d'artillerie ciblés contre la population civile. Pendant 3 ans, nous avons demandé à la mission de l'OSCE de produire un rapport approprié. Pas seulement pour qu'ils nous disent combien de victimes et de maisons ont été détruites, mais pour qu'ils distinguent les 2 côtés de la ligne de contact. Quand nous avons finalement obtenu cela, il s'est avéré que les victimes civiles et la destruction des infrastructures civiles du côté de Donetsk et de Lugansk étaient 5 fois plus importantes que du côté du régime de Kiev. Le rapport contenait également des informations indiquant que, dans la plupart des cas, les habitants de Lugansk et de Donetsk répliquaient, mais ne tiraient pas les premiers. Des critiques ont également été formulées concernant le travail de cette mission, y compris des faits de transmission d'informations au côté ukrainien, en violation flagrante du principe de neutralité. Non, il n'y a pas de tel plan pour l'instant. Il faut voir. De toute façon, le processus de règlement n'a pas encore commencé. Monsieur V.A. Zelensky déclare publiquement qu'il ne veut aucun cessez-le-feu tant que les Américains ne lui garantissent pas qu'en cas de besoin, ils bombarderont la Russie avec des armes nucléaires. C'est à peu près ainsi qu'il pose la question. Donc, pour l'instant, tout cela n'est pas sérieux. Nous en avons parlé aujourd'hui. Il y a beaucoup de propositions pour déclarer un cessez-le-feu et déployer des forces de maintien de la paix. Ensuite, on pourrait régler la question des frontières et de la manière de vivre ensemble. Les forces de maintien de la paix sont sur toutes les lèvres. On discute déjà de savoir si 10 000 suffiront, ou peut-être 50 000, voire 100 000. L'Australie s'est déjà proposée pour participer, le Canada bien sûr, on ne peut pas faire sans lui. Mais notre question est simple, nous l'avons dit aujourd'hui. Que vont protéger ces forces de maintien de la paix? Les vestiges du régime nazi de Kiev, qui a adopté une série de lois détruisant la culture russe, la langue, les médias, et interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne canonique? Ou allons-nous d'abord exiger que le régime de Kiev mette fin à ces pratiques racistes? Il faut d'abord clarifier cela. Sinon, tout cela ressemble à une tentative de sauver les restes de ce régime de la colère populaire en déployant des forces de maintien de la paix.
Учитывая разлад в НАТО между США и ЕС, как могла бы выглядеть новая архитектура безопасности Европы, особенно учитывая, что продвижение НАТО на восток и было причиной украинского конфликта? Question. À la lumière des informations faisant état de massacres et de l'aggravation du conflit ethnique en Syrie, la Russie a-t-elle la possibilité d'aider les parties en conflit à trouver une solution diplomatique et à éviter de nouvelles effusions de sang? Si oui, à quoi pourrait ressembler cette solution? Sinon, pourquoi? S.V. Lavrov, concernant l'architecture de sécurité européenne. Beaucoup de discussions ont lieu sur ce sujet. Nous en avons également parlé en détail aujourd'hui, en évoquant les tendances qui se dessinent. Jusqu'à récemment, la conception euro-atlantique dominait. Elle est incarnée par l'Alliance de l'Atlantique Nord et l'OSCE. Étant donné que l'IE, en signant des accords avec l'OTAN, s'est soumise au bloc, elle s'inscrit également dans cette conception euro-atlantique. Notre continent est plus vaste que l'espace de l'OSCE. Il n'y a aucune organisation ou structure pancontinentale. En Afrique, il y a l'Union africaine. En Amérique latine, il y a la CELAC. Mais en Eurasie, le plus grand continent, le plus riche en ressources naturelles, doté d'un immense potentiel en termes de logistique et de construction de communications efficaces, transport, etc., il n'existe pas de structure, parapluie, où tous les pays du continent se réuniraient régulièrement. Bien qu'il existe de nombreuses structures sous-régionales, notamment l'UEA, la CI, l'OTSC, l'OCS, l'ASEAN, le CCG, l'Organisation des États turciques et bien d'autres. Nulle part tous les pays du continent ne se réunissent en un seul endroit. Dans ce contexte, nous avons noté que, il y a quelques années, nos collègues de l'OTAN, sous l'impulsion de l'administration de J. Biden, ont commencé à parler de plus en plus de la région Indo-Pacifique, et non pas Asiatique-Pacifique, comme d'une région qui représente désormais une priorité particulière pour les États-Unis. L'administration de D. Trump l'a également confirmé, déclarant que les principaux intérêts de Washington se trouvent là-bas, à l'est de l'Eurasie et sur la côte du Pacifique. Les Européens s'en offusquent même, estimant que les États-Unis leur accordent moins d'attention et se réorientent vers là-bas. Bien avant l'administration actuelle, les États-Unis, via l'OTAN, ont commencé à promouvoir l'idée que l'Alliance de l'Atlantique Nord était responsable, en substance, de tout le continent eurasien. Lorsqu'on a demandé à l'ancien secrétaire général de l'OTAN, J. Stoltenberg, pourquoi ils étaient si actifs dans la région Indo-Pacifique, en y créant l'OCU, alliance entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie avec une composante nucléaire, en formant des quatuors, des trios, notamment entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, où des exercices avec une composante nucléaire sont également prévus, et en y promouvant toute une série d'autres structures non inclusives, limitées en termes de membres, il a répondu sans embâche que c'était bien le cas, qu'il continuait à faire uniquement ce qui était nécessaire pour protéger les territoires des pays membres, mais que la menace pour ces territoires provenait désormais de la mer de Chine méridionale, du détroit de Taïwan, de la péninsule coréenne, etc. En l'absence d'une structure pancontinentale dans le domaine de la sécurité en Eurasie, les membres de l'OTAN ont déjà commencé à œuvrer en sous-main pour s'approprier tous les processus de sécurité sur ce vaste continent. Il est clair que cette entreprise est inacceptable. Elle sape radicalement le principe même de l'indivisibilité de la sécurité, inscrit dans les documents de l'OSCE. Nous espérons vivement que le secrétaire général et son équipe défendront la nécessité pour tous les pays participants de l'OSCE de respecter scrupuleusement ce que leurs présidents ont signé. Question. Récemment, l'ancien ambassadeur de Grèce en Ukraine a révélé que des employés de l'OSCE transmettaient à l'armée ukrainienne, VSU, des cibles et les coordonnées des positions de nos forces armées dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, DNR et LNR. Sur la base de ces informations, les VSU ouvrent le feu directement sur ces positions. Ces mesures de coopération entre les employés de l'OSCE et le régime de Kiev ont-elles été abordées lors des négociations d'aujourd'hui? S.V. Lavrov, nous avons discuté de cette question. Nous avons présenté des faits concrets. Ce sujet a fait l'objet d'un débat public non seulement après les déclarations de l'ancien ambassadeur de Grèce en Ukraine. Ces faits étaient déjà connus auparavant. Aujourd'hui, nous y avons fait référence lors d'une discussion informelle sur le rôle ou la participation éventuelle de l'OSCE dans les actions futures concernant le conflit ukrainien. Bien sûr, les prédécesseurs de M. Sinirlioglu, qui dirigeaient les activités de la mission spéciale de surveillance, ont gravement violé leurs obligations,
outrepasser leur pouvoir et forcer le personnel à travailler de manière non transparente. Un certain nombre d'employés ont aidé l'une des parties au conflit, en violation flagrante de leur mandat. J'ai oublié de répondre à l'une des 2 questions de RT. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Syrie. Compte tenu des efforts que nous avons déployés pendant de nombreuses années, avec nos partenaires et les membres de la communauté internationale, pour assurer la paix et la sécurité de tous les groupes politiques et ethno-confessionnels de ce pays ami, afin qu'ils soient libérés des menaces terroristes. Nos contacts jusqu'à présent avec les représentants des nouvelles autorités à Damas ont montré qu'ils comprenaient ces signaux, qui leur ont été transmis non seulement par nous, mais aussi par pratiquement tous leurs autres partenaires, dans le monde arabe, aux États-Unis, en Occident, en Chine et en Inde. Cette flambée de violence est totalement inacceptable. Nous avons attiré l'attention de nos collègues sur le fait que, lors de l'appel téléphonique du président russe Vladimir Poutine avec M. Achara, lors de la visite à Damas d'une délégation interministérielle dirigée par le représentant spécial du président, le vice-ministre des Affaires étrangères Emel Bogdanov, et lors de ma rencontre à Ankara avec le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement syrien, M. Ashibani, toutes les assurances nécessaires ont été données. L'engagement en faveur de la réconciliation nationale et de l'inclusivité des processus politiques a été réaffirmé. Le premier congrès national syrien a eu lieu. C'est une première expérience. Elle doit être poursuivie afin d'établir des bases solides pour l'État et d'élaborer une constitution. À la lumière de ces événements inacceptables sur la côte, une approche sans alternative doit être adoptée qui garantisse réellement l'implication de tous les représentants des différents groupes ethniques, confessionnels et politiques dans le processus politique. Hier, même dimanche soir à New York, notre représentant permanent, conjointement avec celui des États-Unis, a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'organiser des consultations urgentes à huis clos, afin qu'elles se déroulent de manière pragmatique, sans mise en scène publique. Lors de ces consultations, qui ont eu lieu hier, le secrétariat et le représentant spécial du secrétaire général pour la Syrie ont briefé les membres du Conseil de sécurité et une réponse du Conseil est en cours d'élaboration. J'espère qu'elle sera rendue publique rapidement. Les déclarations de Sergueï Lavrov lors de cette conférence de presse ne doivent pas être prises à la légère. Elles reflètent une frustration croissante de la Russie face à ce qu'elle perçoit comme une instrumentalisation de l'OSCE par l'Occident. Lavrov a rappelé que l'OSCE, à l'origine conçue comme une plateforme de dialogue et de coopération entre l'Est et l'Ouest, s'est éloignée de ses principes fondateurs. Selon lui, l'organisation est devenue un outil politique au service des intérêts occidentaux, notamment dans le contexte du conflit ukrainien. Cette critique n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une dimension plus urgente car la Russie semble avoir atteint un seuil de tolérance. L'un des points les plus marquants du discours de Lavrov est l'accusation selon laquelle des membres de l'OSCE auraient violé leur mandat en transmettant des informations sensibles à l'armée ukrainienne. Ces allégations, si elles sont confirmées, jettent une ombre sur la crédibilité et la neutralité de l'organisation. Lavrov a souligné que de telles actions ne font qu'alimenter les tensions et rendent tout dialogue constructif presque impossible. Cette révélation pose une question fondamentale. L'OSCE peut-elle encore jouer un rôle impartial dans la résolution des conflits, ou est-elle irrémédiablement compromise? Sur le plan géopolitique, ces déclarations interviennent dans un contexte déjà extrêmement tendu. La Russie a clairement indiqué qu'elle ne tolérera plus ce qu'elle considère comme des provocations de la part de l'Occident. Lavrov a évoqué la nécessité de revenir au principe de l'acte final d'Helsinki, qui prônait la coopération et le respect mutuel entre les nations. Cependant, il a également averti que si l'Occident continue d'ignorer les préoccupations russes, les conséquences pourraient être graves. Ce ton ferme et direct suggère que la Russie est prête à prendre des mesures plus drastiques pour défendre ses intérêts. L'implication la plus immédiate de cet avertissement concerne l'avenir de l'OSCE elle-même. L'organisation traverse déjà une crise institutionnelle profonde, marquée par des divisions internes et un manque de consensus. Si la Russie décide de se retirer ou de réduire sa participation, cela pourrait sonner le glas de l'OSCE en tant que forum de dialogue pan-européen. Une telle issue aurait des répercussions majeures sur la sécurité et la stabilité en Europe, laissant un vide diplomatique difficile à combler. Enfin, cette déclaration soulève des questions plus larges sur l'état des relations internationales. Le monde semble de plus en plus polarisé, avec des blocs qui s'affrontent plutôt que de coopérer. La Russie, de son côté, semble chercher à redéfinir les règles du jeu,
en insistant sur le principe de l'indivisibilité de la sécurité et en appelant à une nouvelle architecture de sécurité eurasienne. Cependant, sans un engagement sincère de toutes les parties, y compris de l'Occident, il est difficile de voir comment un tel projet pourrait aboutir. En résumé, l'avertissement de Lavrov n'est pas seulement un message adressé à l'OSCE, mais aussi un signal fort à l'ensemble de la communauté internationale. Il met en lumière les fractures profondes qui traversent le système diplomatique actuel et appelle à une réflexion urgente sur la manière dont les nations peuvent coexister dans un monde de plus en plus instable. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si un dialogue constructif peut être rétabli ou si nous assistons à une nouvelle escalade des tensions. 2 questions pour vous. 1. Pensez-vous que l'OSCE peut encore jouer un rôle neutre et constructif dans la résolution des conflits, ou est-elle devenue un outil politique au service des intérêts occidentaux? 2. La Russie a-t-elle raison de dénoncer les provocations de l'Occident, ou ses propres actions contribuent-elles à l'escalade des tensions internationales? Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Nous aimerions maintenant connaître votre avis sur ces questions cruciales. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'hésitez pas à débattre entre vous. Votre participation enrichit toujours nos discussions. Alors un grand merci à vous, chers abonnés, pour votre engagement et votre soutien. À très bientôt.